Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net que vous pouvez trouver sur le réseau Internet. Et ce qui essaie de démontrer, à travers la logique, que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la paix universelle. Techniquement, il y a une partie technique, c'est-à-dire le réceptacle en fait de l'humanité. Et puis il y a les hommes, ce qui est vécu par chaque être humain dans son existence, c'est-à-dire nous sommes heureux, bien, nous avons du plaisir, nous avons des angoisses, nous avons des satisfactions, notre corps a chaud, notre corps a froid, notre corps pense, notre corps est en état sans réflexion, on peut être agité ou on peut être en état de sérénité. Voilà, ça c'est ce que les corps humains vivent. On peut avoir du plaisir, être amoureux, avoir peur de quelque chose, bref. Notre corps vit des choses intimes. Alors ça, c'est nous, c'est en fait ce qui est le plus essentiel dans une vie, en réalité. Ce qui est extérieur à nous, par exemple, voilà, j'ai des choses autour de moi, il y a des objets, il y a un ordinateur, il y a un téléphone, il y a un livre, il y a des... Voilà, toutes ces choses-là sont extérieures à moi. Elles me procurent plus ou moins du plaisir, plus ou moins des choses, des sensations, ou aucune. Mais ce qui est extérieur, le monde tel qu'il est, par exemple, si le monde est en paix, mon corps va vivre des choses liées à cette paix. Si le monde est en guerre, mon corps va vivre des choses en lien avec cet extérieur qui est violent. Donc en fait, lorsque je dis l'humanité va vers son ultime perfection, eh bien, ce qui sera extérieur, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, le fait que l'homme n'aura plus d'impact négatif sur la planète, donc on sera une écologie 100%, voilà, on sera absolument, on n'aura plus aucun impact négatif sur les éléments de la planète, ni sur les autres espèces, et ni sur nous-mêmes. Nous ne serons plus aptes à être des loups pour l'homme. Donc plus aucun homme ne sera un danger, ne représentera un danger pour un autre homme. Donc, ce qui veut dire que les hommes qui vivront sous cette ambiance-là, eh bien, ils ne ressentiront pas la peur comme nous la ressentons. Ils ne ressentiront pas l'angoisse comme nous la ressentons quand nous sommes... une guerre se déclenche, etc. Et je parle de guerre pas pour rien, parce que c'est l'élément sur lequel je vais travailler. Alors, évidemment, cet état de perfection, il concerne les siècles prochains. Peut-être dans 5, 6, 7 siècles, je ne sais pas combien de temps il faudra pour atteindre cet état-là. En tout cas, l'humanité se dirige vers cet état de perfection, selon moi, selon mon analyse, et de façon rationnelle, je pense que c'est notre but, voilà, c'est notre finalité, atteindre cet état de perfection. Mais il ne faut pas oublier que les autres espèces font la même chose. Elles naissent d'un autre groupe d'espèces, hein, c'est-à-dire elles s'extraient du vivant, elles
elle développe une autre forme un autre type d'espèce, et puis progressivement, avec des millénaires, après des millions d'années, elles vont peaufiner leur corps, leur stratégie de camouflage, leur stratégie pour courir plus vite si on est un prédateur ou pour pouvoir se dissimuler si on est une proie. Bref, ils vont chercher, toutes les espèces vont chercher à atteindre sa perfection. Pour l'espèce humaine, c'est particulier. C'est l'esprit qui prédomine. C'est les valeurs supérieures, donc l'amour, tout ce qu'on a développé de façon intense. La fraternité, l'amour, voilà, le bonheur, la spiritualité. Et c'est ça vers quoi ce qui va être notre état de perfection. Il y aura cette perfection physique, c'est-à-dire un monde parfaitement finalisé, où on n'aura donc plus d'impact sur la planète, où tout sera mis à disposition de tout le monde, tout sera gratuit, les êtres humains vivront dans un état de bonheur absolu, tout simplement. On aura trouvé, ils auront trouvé nos descendants, nos enfants, hein, parce que c'est de eux qu'il s'agit. Dans 4, 5, 6 siècles, ils auront trouvé les moyens de pouvoir vivre de la meilleure façon, faire un paradis en somme. On n'est pas loin de cette finalité. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et où nous avons entrepris cette grande chrysalide, cette grande transformation pour devenir cette humanité que nous sommes devenus. On a développé tout un tas de progrès. D'abord physique, nos premiers ancêtres ont travaillé la position debout, la dextérité, ils ont travaillé notre capacité cérébrale, ils ont développé, fait progresser notre cortex, notre système pileux qui est parti, etc. Donc la position debout, la course, tout un tas de choses. Et puis le langage, très certainement, qui a découlé de tout ça. Et puis la conscience qui est venue, la prise de conscience. Et puis l'exploration du monde. Enfin, tout un tas de choses qu'on a compris, qu'on commence à comprendre maintenant. Dans notre passé, l'historique de l'humanité, on commence à la voir assez clairement. On n'a pas complètement fini, on a beaucoup de choses encore à apprendre, et beaucoup de choses à apprendre, évidemment. Mais on a encore du temps d'évolution. Mais la plus grande partie, on l'a faite. Donc on a développé, on a inventé la roue, puis l'écriture, puis voilà, tout ce qu'on connaît. On s'est répandu sur toute la planète, on est allé s'adapter à tous les environnements. Certains sont montés, certains de nos frères humains sont partis s'adapter aux glaces, les Inuits, voilà, au pôle Nord. D'autres sont allés s'adapter en plein désert, de nos frères humains. D'autres sont allés s'adapter dans la forêt amazonienne. D'autres ont traversé les mers pour aller s'adapter dans des îles, etc. Bref, on a tout, l'humanité, sans savoir ce qu'elle faisait, elle est allée prendre conscience de tout ce monde. Et depuis très peu, depuis un siècle, même pas, depuis même quelques décennies, on connaît l'ensemble humain. C'est la première fois que on connaît tous les humains qui composent cette humanité. Il y a encore un siècle ou 2 siècles, il y avait des peuples qui vivaient, qui n'avaient jamais rencontré d'autres humains. Donc, c'est la première fois
qu'on connaît l'ensemble, donc l'ensemble humain, et qu'on a commencé un travail, après être parti, après s'être donc dispersé sur l'ensemble de la planète, on marque un travail de retour vers l'unité de nos origines. Voilà. Mais cette unité, elle se fait, on le voit, hein, à travers, malheureusement, la violence aussi. Entre autres, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a Erasmus, il y a les étrangers qui viennent vivre chez nous, qui viennent, donc il y a des mélanges, on apprend à se connaître, il y a le tourisme, il y a Internet, il y a tout ça, toutes ces rencontres positives, il y a toute la partie positive de l'évolution vers cette unité. Les jeunes sont de plus en plus conscients de faire partie du village planétaire, ce qui n'était pas mon cas dans mon enfance, par exemple, ou au XIXe siècle, même si on commençait à connaître une grande partie de la Terre, on ne pouvait pas imaginer que, d'abord, on pourrait aller vers l'égalité, que l'égalité, c'est la première des conditions pour pouvoir vivre de façon unifiée, en somme. Et voilà. Et donc, il y a tout ce côté positif, et malheureusement, il y a le côté négatif, qui est la violence, l'affirmation de soi aux dépens des autres. Alors ça peut être individuellement, mais ça peut être des États. L'Occident s'est affirmé aux dépens de l'Afrique, aux dépens de l'Océanie, aux dépens de l'Asie pendant longtemps, etc. Et tout ça, c'est en train d'être modifié, et on est en train de changer de monde. Et malheureusement, comme souvent, un dominant ne peut pas lâcher prise. C'est quelque chose qui lui est très très compliqué. Il faut une intelligence redoutable pour pouvoir dire « Bon, ok, voilà, maintenant on doit passer sur un autre niveau, j'abandonne tout le plaisir que j'avais à dominer, tout le plaisir que j'avais à me sentir supérieur, etc., pour aller vers l'égalité. » Ça, il y a très très peu de dominants complets qui peuvent arriver à le faire. Globalement, ils ne peuvent pas lâcher prise quand ils sont dans un système de dominants, et c'est ce qui fait que les guerres arrivent, les chaos, la destruction, et que derrière cette destruction, quelque chose se renouvelle. Voilà, les hommes, les dominants des années 30 qui abusaient complètement entre les années 20 et les années 30, à la sortie de la guerre 14-18, qui avaient envoyé au charnier des millions de jeunes types dans les tranchées, etc. À la sortie de ça, les dominants n'avaient pas changé de mentalité en règle générale. Il y avait des évolutions, mais ça n'a pas été vraiment flagrant. Et donc l'abus est revenu. Il y a eu tout un tas de malversations entre les années 20 et les années 30 qui ont conduit le monde à se révolter, à repartir dans les dictatures d'abord, et puis de repartir dans un chemin de guerre. Et ceux qui sont sortis de la Deuxième Guerre en 1945, eh bien, ils n'avaient plus du tout la même mentalité que dans les années 30. Donc les abuseurs des années 30 n'avaient plus droit de citer en 45, 50, quand après De Gaulle, d'abord le comité de la résistance s'est imposé, et puis les De Gaulle, etc., ils ont mis tout le monde au pli, ils ont mis tous ces dominants qui s'étaient gavés, qui s'étaient
enrichis pendant la guerre, qui avaient, voilà, ils ont été obligés de faire profil bas et d'accepter toutes les évolutions sociales que le monde était en train que ceux qui avaient fait la guerre et qui étaient du côté des justes, entre guillemets, hein, ce comité de la résistance, a vraiment décidé, c'est-à-dire créer déjà les structures comme l'ONU pour plus jamais ça, etc., le tribunal contre les crimes contre l'humanité, et puis tout ce qu'on a gagné derrière cette plus d'égalité, des meilleurs salaires, des maisons plus correctes, etc., des soins, voilà, ça a été la sécurité sociale, il y a eu tout un tas d'avancées là, mais majeures, parce que les dominants, les patronats, en somme, étaient obligés, entre guillemets, de se la fermer. Ils ne pouvaient pas contester ce qui était en train de se dire, parce que ça avait été des abuseurs déjà avant, et puis voilà. Et là, ils ne pouvaient plus abuser. Donc pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, la société a gagné sur le patronat des acquis sociaux en pagaille. Les ouvriers n'ont jamais été autant heureux. Ils ont gagné tout un tas d'avancées sociales. Et dès que les 30 Glorieuses se sont terminées, voilà, je l'explique dans les autres vidéos, c'est à la chute du mur de Berlin, à la chute du communisme, le capitalisme est revenu en toute puissance, les dominants ont repris le pouvoir, c'est eux, le patronat, l'oligarchie, etc. Et ils ont recommencé à repomper en fait tous les acquis sociaux. C'est ce qu'on vit depuis 30 ans, depuis 40 ans même. Donc le patronat qui vendange tous les acquis sociaux qui avaient été gagnés pendant les 30 Glorieuses, le patronat essaye de récupérer tout ça pour retrouver des ouvriers corvéables, des ouvriers qu'on peut manipuler et qui ne peuvent plus se défendre parce qu'on a brisé les syndicats, par exemple, dans les années 70, étaient très, très efficaces et les patronats ne pouvaient pas s'étaler contre eux. Et donc, ils ont réussi à mettre la dissension, à corrompre les syndicats, à corrompre les médias, à les acheter, à corrompre les politiques et donc à revenir dans ce mécanisme. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas lâcher. On est devant cette injustice et tout le monde le voit. Et là, c'est quelque chose qui est insupportable dans le monde. Mais les dominants ne savent pas comment refluer. C'est impossible. Ils ont construit un monde qui n'a plus assez d'énergie pour les contester, pour les combattre. Il y a plus, les syndicats sont éteints, en somme, ils sont corrompus, pour la plupart, ils n'ont plus l'énergie. Les médias sont passés du côté du patronat aussi, les hommes politiques aussi, et donc ils n'ont plus de moyens de se maîtriser, ils n'ont plus de garde-fous en somme. Et comme eux-mêmes ne peuvent pas mettre des garde-fous, ils n'ont pas la capacité de dire bon, on va arrêter là, on a eu ces années de prédation, maintenant on va refluer, on va redonner des acquis, on va redonner de bonheur au travail, on va arrêter les guerres qu'on a commencé à répandre de partout, et puis on va, de nous-mêmes on va faire ça. C'est impossible. Le patronat n'est pas apte à ça. Il n'a pas le psychisme pour ça. Il est offensif, il est courageux, il a
il est téméraire, il a tout un tas de qualités comme ça, mais il n'a pas la qualité du QE, du coefficient émotionnel qui pourrait leur permettre de faire des mea culpa, etc. On le voit, quand un dominant se fait prendre dans un truc, pour qu'il fasse un mea culpa, c'est exceptionnel. Il y en a un sur 10 000 qui arrive à faire ça. La plupart, ils nient jusqu'au dernier moment et s'il peut, en fait, il se sent jamais coupable en réalité. Donc, c'est des mentalités particulières. Et là, ils n'ont pas d'opposition pour l'instant. Et donc, ce qui les pousse à aller vers la guerre pour arrêter pour s'arrêter eux-mêmes, en fait, parce qu'ils n'ont pas de solution. Et c'est ce que je veux essayer de développer dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo-là. Et donc, c'était une image de l'art de la guerre de comment il s'appelle déjà, Sun Tzu, de Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais ce ne sont pas des guerriers à qui on a affaire, nos dominants, malheureusement. Si c'était des guerriers, comme à l'époque des De Gaulle ou voilà, des guerriers éthiques, hein, on pourrait dire, parce que dans les guerriers, il y avait les éthiques et les non-éthiques, évidemment. Mais si c'était des guerriers éthiques, ils auraient peut-être, je pense, le moyen de pouvoir dire « bon, je me suis trompé, on s'est trompé ». Voilà. Le néolibéralisme, là, il est allé trop loin, on arrête, on reflue et on revient à quelque chose de plus humain. Voilà. Et ça, ils ne savent pas le faire. Voilà, donc j'arrête là et je reprendrai dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, vous avez même vous avez sans doute un lien pour pouvoir me joindre si vous ne voulez pas mettre des messages publics. Et puis, vous pouvez donc, si ces vidéos vous paraissent intéressantes pour le plus grand nombre, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, donc des avis, des petits pouces là, bleus, je ne sais pas, voilà. Vous pouvez mettre donc des avis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça fait avancer la visibilité de la chaîne. Et vous pouvez envoyer le lien à vos amis susceptibles d'être intéressés par ce type de philosophie atypique. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires. Voilà. J'y réponds systématiquement s'ils ne passent pas au travers des lignes. Voilà, ben on va continuer. Donc, c'est un travail c'est une réflexion sur la guerre que je sens en route, malheureusement, pour la jeunesse. Voilà, à très bientôt. Au revoir.